Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Rosaire, et merci, bien sûr, à l'unité mixte de recherche, pour cette invitation. Je ne savais pas trop exactement à quoi m'attendre, dans quel contexte je ferais cette présentation. Alors, bon, j'ai préparé beaucoup plus de matériel, sans doute, que ce qui est nécessaire. Je tenterai donc d'être le plus bref possible pour m'en tenir au temps qui m'est donné. Alors, bon, la forêt au Québec, est un objet de débat assez intéressant par les temps qui courent, hein. Il y a énormément de parutions dans les médias concernant la forêt publique, qui, en principe, est un patrimoine qui relève de l'ensemble de la collectivité. Alors, ce qu'on peut trouver présentement dans les grands quotidiens, ce sont bon, des lanceurs d'alerte, un ensemble d'intervenants qui s'inquiètent grandement de la façon dont la forêt publique est gérée. Et il ne s'agit pas que d'une ressource forestière, il s'agit bien sûr également d'un territoire, un territoire qui est habité par des collectivités autochtones et non autochtones. Pour vous donner une idée du vocabulaire qui est employé présentement dans ces débats, on fait référence aux gestionnaires de la forêt publique comme des technocrates repliés dans un bunker, le bunker du ministère des Forêts. Un grand auteur, un musicien très en vue au Québec, porte la cause de la défense des forêts publiques, et a même décidé avec son organisation d'aller jusqu'aux Nations Unies pour décrier les manquements du ministère des Forêts et du gouvernement du Québec envers la protection de certaines espèces menacées et aussi ces manquements envers ses obligations pour garantir les droits des Premières Nations. Et au-delà de ces débats qui portent bon, sur des questions strictement, disons, sociopolitiques, il y a aussi des débats de nature écologique, parce qu'on se demande évidemment comment gérer cette forêt à l'heure des changements climatiques. Donc, faut-il extraire davantage de matières ligneuses ou au contraire favoriser la conservation? Alors, je vais tenter de revenir sur tous ces débats et de vous les présenter à travers divers prismes d'analyse, sous divers éclairages. Mais d'abord, bon, pour un public international, je voulais vous donner ces éléments qui sont importants pour comprendre le territoire forestier dit productif au Québec, c'est-à-dire le territoire qui est aménagé pour en extraire un certain volume de bois. Alors, ça représente 50 du territoire québécois. Euh, Toutes les forêts, disons, dites productives, qui se situent en principe au-dessus du 50e parallèle, 92 sont de tenure publique, donc relèvent de la collectivité, du gouvernement et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. On retrouve bon, plus de 150 moulins et usines de pâte et papier. Il y aurait 152 municipalités qu'on dit dépendantes à certains degrés, à divers degrés, de l'industrie forestière, là où plus de 10% des emplois relèvent de ce secteur. Il y a également 10 nations autochtones qui occupent ce territoire forestier de terre publique, et elles sont réparties dans 40 communautés dont la majorité se trouve sur ce territoire forestier. Alors, lorsqu'on parle de terres publiques, on parle dans le contexte québécois de terres qui ont été accaparées d'une certaine façon lors de la colonisation française et de la colonisation anglaise et qui relèvent maintenant du gouvernement, mais elles sont revendiquées, bien entendu, par les nations autochtones. Alors, je voulais vous donner un aperçu de l'état des forêts au Québec. Eh bien, ce sont évidemment des forêts qui appartiennent à des écosystèmes extrêmement dynamiques, qui sont soumises à des régimes de feu, d'exploitation, d'infestation aussi. On parle au Québec de la tordeuse des bourgeons, qui est un insecte qui ravage de grandes superficies. Alors, dans les teintes plus rouges, eh bien, ce sont des forêts qui ont été très récemment perturbées. Et dans les teintes plus foncées de vert, on a des forêts plus anciennes. Et chaque année, c'est environ 1 de l'ensemble du territoire forestier qui fait l'objet de coupes. Alors, ça représente quand même une superficie appréciable, qui a un impact dans les réalités territoriales des collectivités. Ici, on voit le découpage des unités d'aménagement forestier au Québec et qui, en principe, sont aménagées en partie de façon conjointe par le ministère des Forêts et aussi avec les industries qu'on appelle, dans le contexte québécois, des bénéficiaires de garanties d'approvisionnement. Un langage technique, un peu bureaucratique même, mais qui traduit certainement le fait que les industries sont très présentes dans l'aménagement des forêts au Québec. Alors,
comment tenter d'appréhender des controverses complexes qui portent sur le territoire forestier? Eh bien, je propose de le faire par une meilleure compréhension des discours associés aux représentations du territoire forestier et par un examen du cadre de gouvernance et de participation dans lequel les représentations s'expriment. Il y a au Québec tout un appareil, on pourrait dire, un dispositif de participation publique dans l'aménagement des forêts. Alors, il y a bien sûr des visions concurrentes qui s'expriment sur le territoire forestier. On remet en question les grandes orientations et les stratégies d'aménagement, notamment un des projets phares du ministère des Forêts qui est d'intensifier la production de matières ligneuses dans certains territoires désignés. Évidemment, c'est très mal reçu par les collectivités territoriales qui ne souhaitent pas qu'une grande partie du territoire soit consacrée finalement à des plantations intensives. Il y a aussi, bien sûr, une mobilisation pour favoriser la mise en place de nouvelles aires protégées en forêt productive. La plupart des grandes aires protégées au Québec se trouvent au nord du 50e parallèle, en territoire inuit principalement, là où il n'y a pas de forêt à exploiter. Alors que de nombreuses communautés se sont déjà mobilisées, des communautés autochtones également, pour tenter de faire valoir leurs projets de conservation auprès des autorités forestières. Et tous ces projets, sauf un, je crois, oui, sont demeurés lettres mortes puisque, bien sûr, la pression pour l'exploitation de la ressource demeure encore beaucoup trop forte. Et il y a aussi des visions concurrentes sur les moyens même de la consultation et de la participation publique. On pourrait en parler longuement, mais bon, la notion de gestion intégrée prévoit des mécanismes de participation qui sont relativement technocratiques, eux aussi, et pas très favorables à une participation de la base. C'est la raison pour laquelle, dans la nouvelle mouture du régime forestier au Québec, on a réussi à faire accepter cette idée de forêt de proximité qui correspond en tout point ou presque au principe, disons, au concept de forêt communautaire. Cependant, ces forêts de proximité ou ces forêts communautaires n'ont pas été encore vraiment mises en œuvre. Donc, on voit ici qu'il y a une intervention dans le chat. Alors, vous m'entendez bien, le son est stable? N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quoi que ce soit. Alors, on pourrait considérer qu'il y a plusieurs dualités dans les conceptions, dans les discours qui, si on veut, façonnent euh, les représentations du territoire forestier au Québec. C'est-à-dire qu'on conçoit d'une part la forêt comme un écosystème productif de matières premières, dans une certaine mesure, et d'autre part, comme un patrimoine naturel et culturel menacé par l'exploitation, menacé aussi par le dérèglement climatique, qui bien sûr fait en sorte que les cycles de feu sont beaucoup plus courts maintenant. Présentement, au Québec, on a un printemps très sec, ce qui est très inhabituel, et les feux de forêt ont même déjà commencé. Certains souhaitent intensifier la production sur une portion du territoire, alors que d'autres vont favoriser des pratiques plus extensives pour limiter l'empreinte territoriale de l'exploitation forestière. Certains vont vouloir assurer le processus d'aménagement prévu par la loi, alors que d'autres vont souhaiter davantage de participation publique et davantage de reconnaissance aussi des différences, du caractère singulier de la vision d'une communauté, d'une collectivité envers le territoire forestier qu'elle habite. Et il y a bon, une logique d'entreprise qui cherche une certaine prévisibilité, on le comprend. Les usines de transformation du bois requièrent de grands investissements, mais ces cycles économiques ne sont pas forcément compatibles avec les cycles écosystémiques et surtout dans la mesure où ces cycles écosystémiques sont de plus en plus. Alors, il m'a semblé, au cours de mes travaux, important d'aborder cette question sous l'angle de l'acceptabilité sociale, puisque c'est souvent la façon dont vont s'exprimer les différents acteurs de la foresterie au Québec. Cette mesure est inacceptable, il faut favoriser l'acceptabilité d'une mesure. Alors, je me suis donc penché sur cette approche d'analyse et j'ai tenté de faire émerger quatre perspectives distinctes de l'acceptabilité sociale en foresterie au Québec. Une perspective davantage descriptive, où on tente de mesurer la perception individuelle et sociale par rapport à un projet ou un état de gestion de la ressource. Une perspective davantage évaluative ou analytique,
où l'on vise à développer des critères pour comprendre ce qui est représenté comme acceptable ou non. Euh, une perspective plus normative, où l'on va souhaiter de mettre en place des processus délibératifs qui vont favoriser l'acceptabilité sociale des propositions des uns comme des autres, que ce soit des propositions en matière de conservation ou des propositions en matière d'aménagement, d'exploitation. Et il y a une perspective davantage prescriptive qui est mobilisée davantage par les représentants des autorités forestières qui souhaitent atteindre l'acceptabilité sociale, qui voient ce respect de l'acceptabilité sociale comme une nécessité, cela étant basé sur le postulat que les actions proposées sont justifiées et adéquates. Alors, si on se réfère à certains auteurs qui se sont penchés sur l'acceptabilité sociale, il s'agit plutôt de décrire finalement la formation d'un jugement, d'une représentation sociale sur un état de gestion du territoire ou de la ressource forestière. Et un ensemble de jugements et d'évaluations individuelles donc, sont appelés à se transformer en processus sociopolitiques qui permettent de développer des consensus sociaux élargis. Alors, on est encore très loin de ces consensus au sujet de la forêt au Québec. Il y a un grand nombre de tendances et d'oppositions de contradictions. Certains auteurs ont proposé une définition d'acceptabilité sociale qui paraît également très instructive dans ce cadre. On la comprend comme l'évaluation collective d'un projet d'utilisation du territoire impliquant une pluralité d'acteurs à différentes échelles, incluant la trajectoire d'un groupe politique ou d'une communauté. En effet, hein, il y a des acceptabilités sociales, des jugements sur les pratiques forestières et en faire l'analyse n'est jamais une chose facile puisqu'on doit nécessairement se positionner à une échelle en fonction des différentes perspectives. Alors, ces auteurs ont proposé trois niveaux pour faire l'analyse des grandes controverses socio-environnementales. Un niveau macroéconomique où on s'intéresse vraiment aux grandes structures de l'économie politique, mais aussi aux grands compromis sociaux qui favorisent le maintien, hein, si on veut, la durabilité là, des modes de développement. Un niveau mésopolitique qui consiste à tenter d'identifier des processus de délibération, l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux discours qui viennent transformer, si on veut, ces grandes structures qui assurent la stabilité de l'exploitation des ressources et du territoire. Ici, on pourrait penser à l'arrivée notamment des Premières Nations, des nations autochtones du Québec dans les débats, et à la participation d'un grand nombre d'organismes de la société civile et d'organisations environnementales. Et il y aurait aussi le niveau microsocial où là, ce serait un processus de coordination, pas forcément toujours local, mais un niveau auquel l'interprétation émerge, la fabrication du sens par les individus, les collectifs, se forge à l'égard d'un objet, d'une question. Alors, ces trois niveaux pour appréhender les controverses socio-environnementales paraissent importantes et je vais tenter de les mobiliser là, dans la suite de l'exposé. Alors, lorsqu'on penche sur l'acceptabilité sociale en foresterie, euh, souvent il y a évidemment bon, des raccourcis intellectuels hein, qui sont effectués. Il faut toujours se demander de quoi est-il question précisément, quelle proposition, par qui est-elle formulée, hein, quel acteur, quel intervenant, quel est son pouvoir, quels sont ses intérêts et comment est-ce que cette proposition est-elle émise et reçue? Et ce qui nous permet ensuite de mieux comprendre les interactions entre les composantes de la société, les autorités responsables de l'aménagement du territoire forestier, et ultimement de mieux comprendre aussi la légitimité, les perceptions ou la méfiance qui peut régner envers les autorités forestières. Et cette méfiance, elle est extrêmement répandue dans le contexte des forêts au Québec. Récemment, il est paru un reportage à la télé nationale, à Radio-Canada, et qui faisait état d'une grave crise dans le secteur forestier, au sens où les industriels se doteraient ou prendraient des libertés auxquelles ils n'ont pas droit en fonction du cadre.
Il y aurait donc un manque de suivi de l'exploitation forestière. Bref, il y a une grave crise de légitimité présentement qui affecte le ministère des Forêts au Québec. Le ministère à vocation économique. Et on appelle carrément à une refonte ou à la création d'un organisme indépendant pour gérer les forêts, hein, puisque le ministère en question est trop impliqué de près avec les industries. Alors, un autre angle d'analyse que j'ai souhaité utiliser dans cette réflexion, dans ces travaux, c'est celui sur, disons, les formations discursives ou les régimes discursifs. Alors, je m'inspire ici des travaux d'écologie politique, disons, anglo-saxonne, hein, qui, il faut bien le souligner tout de même, hein, se sont largement inspirés des travaux des théoriciens et philosophes français, dont Michel Foucault. Mais ici, il est question hein, d'analyser plus en détail la rationalité qui émane d'un vaste ensemble d'acteurs scientifiques, sociaux, étatiques et non étatiques. C'est ce qu'on entend par ces régimes discursifs. Et elles sont donc composées de discours qui définissent des objets de connaissance sur lesquels intervenir, comme le rendement en foresterie et la participation publique est devenu carrément un dispositif, vraiment un mode d'intervention, et l'écosystème lui-même, qu'on peut définir bien sûr de bien des façons, en fonction des connaissances que l'on mobilise. Non, le son n'est pas stable, hein? C'est ce que vous me dites. Je suis désolé, m'entendez-vous bien quand même? Oui, très bien, très bien. D'accord. Désolé, hein, j'ai parfois un problème de son comme ça. Alors, bon, et surtout, les discours ne sont pas fixes dans le temps, hein. Ils évoluent en fonction des préoccupations sociales, des événements politiques, des découvertes scientifiques, des innovations techniques. Alors, oui, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, hein, la confrontation de divers régimes discursifs dans le contexte québécois. Alors, et soulignons ici une modification importante là, dans le cadre juridique de la foresterie au Québec, hein, c'est-à-dire l'aménagement durable du territoire, la nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, qui a entraîné l'introduction, si on veut, de nouveaux discours sur la forêt et une tentative de s'éloigner donc de ce qui était la loi sur les forêts, qui visait principalement un rendement soutenu, c'est-à-dire une exploitation maximale de ce que la forêt génère comme bois, hein, sans éroder le capital. Alors, dans cette nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, à laquelle on fait référence comme le nouveau régime forestier, eh bien, on affirme beaucoup plus clairement que la forêt constitue un bien collectif inestimable pour les générations futures, que la forêt joue un rôle de premier plan dans le maintien des processus et de l'équilibre écologique, et que les forêts répondent aussi à de nombreux besoins socio-économiques. Donc, on tente d'élargir ici la conception qu'on peut avoir de la forêt et du territoire forestier. Néanmoins, on avance que c'est important de sensibiliser la population afin qu'elle contribue à l'aménagement durable des forêts et à leur gestion. Et aussi, on mentionne clairement l'importance donc de s'appuyer sur les intérêts, les valeurs, les besoins des communautés autochtones et donc de respecter le potentiel économique, écologique et social des forêts. Alors voilà, c'est tout de même un nouveau domaine hein, qui s'est ouvert avec ce régime forestier. Ça a créé énormément d'attentes parmi les intervenants qui ont été déçus en constatant que le nouveau régime forestier, sauf quelques modifications, si on veut, cosmétiques hein, ou quelques nouveaux dispositifs de participation, ont tout de même conservé les modes de fonctionnement d'autrefois. On a tout de même vu apparaître dans ce nouveau régime forestier une formalisation de la gestion participative, hein, c'est-à-dire de mécanismes de participation publique qui reposent sur un ensemble de mécanismes concrets, là, vraiment, ce qu'on appelle au Québec les tables régionales de gestion intégrée des ressources et du territoire, qui permettent, donc pour presque chacune des unités d'aménagement que je vous ai montrées sur la carte plus tôt, de mettre sur pied un comité d'utilisateurs qui vont se pencher sur les plans d'aménagement.
Évidemment, tout ça se fait dans un cadre extrêmement euh, prédéfini, extrêmement serré, si on veut, d'aménagement, où on ne fait au final que consulter les parties prenantes. Il n'y a pas vraiment, si on veut, d'implication en amont de la confection de ces plans d'aménagement, dont tous les détails sont prescrits par le cadre juridique de l'aménagement des forêts. Il y a bien sûr aussi différentes occasions prescrites, elles aussi, dans la loi, de consultation publique, une fois les plans d'aménagement confectionnés, et aussi des mécanismes distincts pour les consultations et les règlements de conflits avec les peuples autochtones, ce qui n'était pas formalisé dans l'ancienne loi sur les forêts et qui l'est maintenant dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Alors, on peut observer trois grands régimes ou discursifs qui structurent les débats sur la forêt. Hein. Bien évidemment, un discours pro-économie qui est porté par l'industrie, par le ministère, mais aussi par les collectivités dépendantes de la forêt. Un discours pro-environnement qui, lui, est porté par un ensemble d'ONG, les collectivités autochtones, mais également aussi le grand public, hein, qui est bien sûr, surtout dans les grands centres urbains, Montréal et Québec, ce public qui est très sensible aux arguments pro-conservation, pro-environnement. Et un discours sur la modernisation environnementale. Il ne me reste pas énormément de temps, mais je vais quand même essayer de vous présenter chacun de ces grands discours. Alors, dans ce discours, évidemment, la finalité du modèle d'aménagement demeure l'exploitation à des fins industrielles, hein, malgré toutes les considérations pour le maintien de l'intégrité des écosystèmes. La production, les emplois demeurent évidemment au cœur des préoccupations. Et ça se reflète dans la stratégie nationale de production de bois qui a été présentée en 2018 par le ministère des Forêts et qui se dit explicitement engagé dans la création de richesses, qui vise la mise en place de ces aires d'intensification de la production et qui prétend pouvoir augmenter la possibilité forestière, donc ce qu'on peut extraire du territoire, tout en assurant un aménagement mieux adapté aux risques et incertitudes posés par les changements climatiques. Alors, évidemment, tout cela est extrêmement controversé parce que le ministère des Forêts n'a pas forcément toutes les connaissances pour affirmer ses capacités de gérer le territoire de la sorte. Pour n'importe quel chercheur en sciences sociales avec une certaine capacité de réflexion critique, certaines déclarations des représentants du ministère des Forêts paraissent absolument farfelues. Comme de dire qu'on va planter une certaine espèce, hein, on va planter davantage de chênes ou de pins blancs ou que sais-je, et on est assuré que dans 75 ans, ces arbres-là vont générer beaucoup plus de valeur que si on plantait une autre espèce, alors qu'on ne sait aucunement ce que seront les conditions bioclimatiques dans 75 ans, ni l'état du marché, etc., etc. Alors, on est vraiment dans un monde de scénarios absolument abstraits et difficiles à suivre aussi pour le commun des mortels. Si on s'intéresse plus en détail aux représentations qui sont mobilisées ou aux connaissances, bien évidemment, les représentations sur la forêt comme écosystème productif de matières premières, les connaissances portent sur le volume de bois disponible ou les retombées économiques, le nombre d'emplois, etc. Et la finalité, évidemment, c'est sécuriser l'approvisionnement à long terme. Si on regarde aux trois échelles mentionnées précédemment, eh bien, on a un grand régime forestier structuré par un cadre légal. On a des acteurs industriels au niveau mésopolitique, des acteurs locaux dans les municipalités, et on a aussi au niveau micro-social, donc des collectivités fortement attachées à l'activité industrielle forestière. On peut les comprendre, bien sûr. Alors, ce premier discours est contrebalancé par un discours pro-conservation. J'aurais pu dire pro-environnement, mais ça va plus loin. C'est vraiment favorable à une conservation, c'est-à-dire à ce qu'on fasse diminuer de beaucoup la pression extractiviste sur les écosystèmes forestiers. Et on le voit, ça s'inscrit dans un grand cadre mondial, hein, puisque si on se penche sur les écosystèmes à l'échelle planétaire, près de 40 de la surface terrestre émergée et libre de glace, je crois, est consacrée à l'agriculture et 30 à la forêt. Et seule la moitié de ces forêts sont considérées intactes. Alors, toutes les grandes organisations environnementales de ce monde se tournent vers ces forêts considérées intactes
et font pression sur les États et les industries pour qu'elles les préservent autant que possible, hein, parce qu'on considère dans ce discours pro-conservation que pour que les écosystèmes qui sont intacts euh, conservent leur résilience face aux perturbations climatiques ou bioclimatiques, eh bien, ces forêts doivent demeurer intactes. Euh, Et le Canada compte quand même près de 24 des forêts intactes dans le monde, hein, et aurait perdu près de 5 de ces forêts intactes de 2000 à 2013. Et près de la moitié de cette perte serait survenue à cause des activités forestières. Bon, évidemment, cette méthodologie-là, il faudrait l'analyser en détail pour voir comment elle a généré de tels résultats, mais ce sont clairement des chiffres qui peuvent alimenter ce discours pro-environnement, puisqu'en effet, l'extraction de matières euh, premières, de matières ligneuses, eh bien, elle réduit les superficies de forêt intactes, au même titre que les feux aussi, bien sûr, ou les épidémies qui ravagent les écosystèmes. Alors, dans ce discours, hein, dans cette perspective, la finalité de l'aménagement du territoire est le maintien de l'intégrité écologique et la valorisation de l'ensemble des services écologiques et culturels. Et bien sûr, ce discours a fait son chemin jusque dans certaines mesures légales, législatives au Québec, avec une loi pour préserver les milieux humides et hydriques qui vraiment entraîne un grand nombre d'intervenants sur un tout nouveau terrain, et la loi sur la conservation du patrimoine naturel, mais qui n'est pas forcément contraignante là, à de nombreux égards. Et bien sûr, le Canada a ratifié, comme un grand nombre de pays, la Convention sur la diversité biologique en 1993, qui est multilatéral, juridiquement contraignant, ce qui a incité le Canada à se doter d'un plan stratégique pour la biodiversité en fonction des objectifs d'Aichi pour la conservation. Et le Canada, notamment dans le dossier de la conservation du caribou forestier, hein, qui est un écotype, hein, ce n'est pas une espèce, mais c'est disons, un ensemble de population d'une espèce menacée par les perturbations de la forêt boréale. Eh bien, suite au manquement allégué du Canada envers ses obligations de protéger cette espèce, eh bien, une grande organisation environnementale a intenté une poursuite judiciaire contre le gouvernement canadien. Alors, c'est aussi une façon de voir hein, toute la portée de ce nouveau cadre international favorable à la conservation. Et on constate aussi que les changements climatiques exercent une pression supplémentaire sur les écosystèmes, alors ce qui justifie de les soustraire à toute forme d'exploitation. Euh, Notamment dans le Millennium Ecosystem Assessment, on parle d'une bataille mondiale pour la conservation, une bataille qui se joue sur tous les coins de la planète. Alors, dans ce discours pro-conservation, eh bien, les représentations dominantes hein, sont celles d'une forêt comme patrimoine naturel et culturel menacé, à préserver pour sa valeur intrinsèque et aussi pour son potentiel, et sa valeur instrumentale aussi, hein, puisque ces écosystèmes seraient évidemment essentiels pour le maintien de l'activité économique sur la Terre, le maintien de la vie humaine et sociale sur la Terre. Et les connaissances mobilisées sont davantage liées aux dynamiques écosystémiques, mais aussi au savoir des Premières Nations. C'est une perspective qui est beaucoup plus proche tout de même du fonctionnement des écosystèmes. Et on peut aussi relater ces trois niveaux ici, un niveau macro, hein, évoqué lorsque j'ai mentionné le cadre de la Convention pour la diversité biologique, qui se décline ensuite au niveau national et provincial. Un niveau mésopolitique où on remet en question, bien sûr, la légitimité des conclusions de grandes études scientifiques pro-conservation. Et un niveau microsocial, de même, où on voit se forger au sein de l'opinion publique des avis, des opinions favorables à la conservation, notamment. Et j'ai identifié un troisième discours hein, qui n'est pas nouveau, qui bon, est apparu quand même il y a plusieurs décennies, mais qu'on pourrait qualifier de discours sur la modernisation environnementale. Avec bon, un discours qu'on retrouve aussi chez un grand nombre de représentants de l'État et des ministères responsables, des autorités, soit des solutions axées sur la nature.
Alors, dans ce discours, hein, on représente l'arbre et les forêts comme les composantes essentielles des dispositifs pour la séquestration du carbone et l'atteinte des cibles de réduction des émissions. Et vraiment de voir les écosystèmes comme finalement sous un angle mécaniciste, hein, ou mécanique, où les écosystèmes sont en mesure d'atténuer, de favoriser l'atténuation des changements climatiques. Et bon, alors on vise un renforcement des marchés du carbone et le Canada, hein, le gouvernement fédéral du Canada, a annoncé un nouveau programme pour la plantation de 2 milliards d'arbres supplémentaires, hein, parce qu'il se plante un nombre important d'arbres chaque année au Québec et on vise donc à accroître ces efforts. Alors, on voit la forêt vraiment sous une perspective, dans une perspective plutôt instrumentale, cette fois-ci, pour lutter contre les changements climatiques. C'est un discours qui est récupéré autant par certains groupes environnementaux écologistes que par certains représentants de l'industrie forestière ou des autorités responsables de l'exploitation. Et ces discours sur la modernisation environnementale ont une importance certaine aussi en recherche, puisqu'on va tenter de développer de nouveaux modes d'aménagement des forêts, et notamment par la migration assistée, hein, c'est-à-dire de déplacer du matériel génétique d'arbres, que ce soit d'espèces ou de populations d'arbres, mais qui sont présentement au sud, et de les déplacer vers le nord pour accélérer cette adaptation des écosystèmes forestiers. Bon, ce ne sont encore que des mesures qui restent à leur premier balbutiement, mais ça pourrait entraîner des modifications des écosystèmes beaucoup plus importantes. Et, et on constate même dans un grand nombre d'études que la non-action, l'inaction complète face aux perturbations occasionnées par les changements climatiques en forêt est considérée comme peu acceptable, alors que les stratégies qui restent près des dynamiques naturelles des écosystèmes pour favoriser leur adaptation sont beaucoup plus acceptables. Alors, il serait envisageable de déplacer, par exemple, donc des matériels génétiques d'arbres présentement au sud vers le nord, tant que ça ne modifie pas trop les écosystèmes. Et donc, dans ce discours, on observe que les représentations de la forêt, hein, sont celles d'écosystèmes forestiers planétaires, un peu comme dans un projet d'ingénierie pour la régulation du climat et des flux de carbone. Et les connaissances mobilisées, bien, ce sont celles des cycles du carbone, de la génomique forestière, de la finance internationale, etc. Si on tente d'établir une carte de ces trois régimes discursifs, bien, on peut voir qu'ils se chevauchent en partie, hein, et surtout le discours sur la modernisation environnementale qu'on peut attribuer parfois à un discours économique, parfois à un discours de conservation. Entre le discours économique et le discours de conservation, et on peut certainement trouver davantage de rapprochement et favoriser donc les innovations, notamment avec une meilleure considération de la multifonctionnalité des écosystèmes forestiers, c'est-à-dire des écosystèmes qui permettraient une certaine exploitation, mais sans négliger l'ensemble des valeurs et des usages qui sont attribués à la forêt, hein, quand on pense maintenant à l'importance du récréotourisme. Bon, mais bien entendu, il y a des limites aussi à ce chevauchement entre économie et conservation, puisque bon, l'exploitation a toujours des impacts sur un territoire. Et l'Amérique du Nord, hein, ou les Amériques, sont un contexte très différent de celui de l'Europe, hein, puisqu'on parle encore de forêts intactes à préserver, alors qu'en Europe, hein, il en existe très peu. Ce sont des forêts aménagées souvent depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Alors ici, cette conception, qu'elle soit juste ou erronée, mais cette conception d'écosystèmes naturels, jamais perturbés, eh bien, l'écosystème de forêt vierge, pratiquement, hein, c'est ce qui habite beaucoup l'imaginaire collectif au Québec, eh bien, cette conception, disons, elle entre en conflit avec l'usage du territoire à des fins économiques. Alors, ce qu'on peut en dire, hein, c'est que bon, ces régimes discursifs, ces formations discursives, eh bien, elles relèvent de rationalités distinctes. Et que les controverses s'inscrivent donc dans des régimes discursifs distincts, car fondés sur des modes de connaissance et de rapport aux écosystèmes également distincts, hein. Il y a donc des ontologies
et donc un rapport à la nature du réel et des épistémologies, des façons de concevoir la réalité qui sont distinctes à travers ces différents discours. Aucun régime discursif n'est neutre, hein, mais des vérités sont invoquées. Pour les pro-conservation, il s'agit du maintien de l'intégrité des écosystèmes. Pour les pro-économie, c'est le droit à l'activité économique et industrielle. Et face à ces vérités qui sont invoquées, eh bien, des arbitrages s'imposent. Donc, reconnaître les régimes discursifs dans leur dynamisme et leur pluralité est important, car aucun n'est doté de frontières étanches et ils sont en constante évolution. Et j'avance ici dans ces travaux que la participation peut permettre l'enrichissement des discours et l'inclusion d'autres façons de faire l'expérience du territoire forestier, de le connaître, hein, d'autres épistémologies et de développer des projets forestiers. Euh, et ici, on peut penser donc à ce potentiel d'inclusion de perspectives autochtones dans l'aménagement du territoire forestier, ce qui est une tendance, hein, certainement, il faut le mentionner, mais qui demeure tout de même marginale. Alors, dans quelle mesure la participation peut-elle favoriser des points communs, des chevauchements ou, disons, un arrimage potentiel ou partiel entre les discours? Eh bien, dans la mesure où la structure serait favorable, hein, la structure de participation publique, la structure est-elle crédible, légitime? Est-ce que les acteurs ont accès à l'information? Est-ce que dans ces structures, il y a une bonne représentativité? Et le processus, lui, est-il favorable à une réelle délibération, à un apprentissage entre les participants? Donc, c'est le type de questions qu'on peut se poser pour savoir si les mécanismes de participation d'aménagement forestier au Québec actuellement sont favorables à cette, disons, à une atténuation de ces confrontations de discours. Et pour mieux le comprendre, donc, on peut mobiliser la littérature sur l'apprentissage social, un apprentissage qui ferait ultimement un apprentissage mutuel aussi entre les parties prenantes, qui serait la finalité d'un bon processus de participation. Et si l'apprentissage dans un processus de participation, s'il demeure en boucle simple, qu'on part des résultats et on apporte des modifications mineures pour les transformer. Hein. Si, par exemple, il y a trop de chemins forestiers en forêt publique au Québec et qu'on fait des modifications mineures, hein, on réduit un peu le nombre de chemins, ben là, on reste dans un apprentissage en boucle simple. Si on va dans un apprentissage en boucle double, eh bien, il s'agirait donc de réparer certaines erreurs en ajustant les valeurs et les politiques. Hein. Par exemple, ça pourrait être de prévoir un programme comme on le fait présentement au Québec, qui vise à remblayer les chemins forestiers et à reboiser pour limiter les impacts qu'ils ont sur les écosystèmes. Et un apprentissage en triple boucle, finalement, eh bien là, ça serait clairement d'intégrer de nouveaux discours et objets d'intervention dans la gouvernance même. Et ça pourrait être de concevoir un nouveau mode d'aménagement du territoire forestier où on n'aurait plus besoin de faire autant de chemins, ou du moins, on les ferait carrément différemment. Par exemple, c'est un exemple pour illustrer cette notion. Si on penche très brièvement, parce que je dois conclure, mais si on se penche sur les mécanismes de participation hein, à l'aune de l'apprentissage social, bon, on voit, je le dis en quelques mots, mais cela demeure des processus très frustrants pour la majorité, parce qu'ils sont encore dominés par une élite technocratique, celle du ministère des Forêts, d'une part, et de l'industrie forestière d'autre part, et tous les autres intervenants, qu'ils soient bon, des chasseurs, des pourvoyeurs, c'est-à-dire des gens qui offrent des services de chasse et de pêche, des villégiateurs qui peuvent être présents aussi, eh bien, ils se sentent marginalisés dans le processus de participation. Et les consultations publiques aussi sont considérées comme des processus opaques où finalement le ministère vient faire valider ses décisions. Alors, pour conclure, disons que la perspective sur les régimes discursifs peut procurer un nouvel éclairage sur les questions de controverse socio-écologique ou d'acceptabilité sociale lorsqu'on s'intéresse à la gestion d'un territoire forestier public, en l'occurrence. Je suis conscient du caractère construit, évidemment, du territoire forestier public. Mais bon, ces travaux permettent d'identifier trois régimes discursifs distincts, mais non mutuellement exclusifs. Les régimes discursifs se traduisent par la production de connaissances et d'objectifs distincts et difficiles à réconcilier.
hein, le désir de participation s'exprime à travers le discours sur l'économie, la conservation, même la modernisation environnementale. J'ai fait cette présentation il y a quelques temps dans un centre de foresterie canadien et les intervenants qui ont assisté me disaient par la suite, c'est juste, hein, nous on fait des plans de conservation d'une espèce X et les forestiers nous disent qu'ils ne peuvent pas intégrer cette planification de conservation dans l'aménagement, dans l'exploitation forestière. Il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire pour réconcilier des processus de gestion fort distincts parce qu'ils relèvent carrément d'épistémologie, voire même d'ontologie distincte. Euh, on peut espérer que se développe un modèle de décision inclusif qui puisse répondre aux priorités sociales et écologiques. Et il va y avoir une nouvelle hiérarchie des savoirs et des objectifs dans la planification et l'aménagement du territoire forestier au Québec. Bien, cela impliquerait de revoir les façons de faire, hein. Il y a bien sûr une inertie des structures de l'appareil gouvernemental, hein, qui nuit beaucoup à cela. Mais ça va nécessiter également une ouverture aux discours qui ne sont pas ceux portés par une organisation. Et la gouvernance centralisée et hiérarchique de l'aménagement des forêts politiques est toujours remise en question et elle va continuer de l'être, hein. Et pour nous, au Québec, au Canada, envisager des modèles polycentriques et plus participatifs dans l'aménagement forestier, bon, c'est ce qui était souhaité avec les forêts de proximité, les forêts communautaires. Malheureusement, ça ne semble pas réellement applicable pour l'instant, là, étant donné l'étroitesse des marges de manœuvre du régime forestier. Mais l'intégration des connaissances autochtones aussi dans certains projets de foresterie démontre certainement des évolutions possibles dans les rationalités, dans les discours, dans les pratiques, mais à condition aussi que ces pratiques ne soient pas édulcorées, hein, que les Premières Nations, les nations autochtones puissent faire valoir des façons de faire, des conceptions qui soient réellement distinctes, ce qui n'est pas, selon moi, gagné d'avance. C'est ce qui conclut ma présentation et encore une fois, merci pour votre attention et merci pour cette invitation.